semaine à vous, téléspectateurs de Maison Verte. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. L'émission, c'est Punch Matinal et l'objectif est resté le même, vous offrir information ainsi que gaieté dès votre réveil. Je suis Blandine Védomé et le plaisir est pour moi de me retrouver ce matin avec vous. Je ne suis pas seule, la team est grande, prête à vous donner le meilleur, le maximum et surtout le meilleur des réveils. Avec Flora ce matin, elle est toute belle, toute charmante. Bonjour très chère. Oui, bonjour Blandine. Comment tu vas? Je vais bien. Et ton week-end? Ça a été bien. En tout cas, ça peut se voir sur tes lèvres avec le beau sourire. Alors Flora, aujourd'hui, on va s'intéresser à la jante masculine parce qu'on va apprendre à nouer des cravates. Exactement. Ok. Alors, bonjour à tous, je vais bien et j'espère le même pour vous. Aujourd'hui, pour tous ceux-là qui veulent, pour toutes les femmes qui veulent faire plaisir à leur mari et à leur conjoint, il y a des petits trucs simples qui font plaisir en tout cas. Oui. Exemple, nouer la cravate. On va apprendre dans la matinale. Comment nouer sa cravate. Et aussi aux jeunes adolescents, ceux qui sont en train d'arriver, qui ne savent pas forcément comment nouer des cravates. C'est toujours bien de savoir parce que, voilà. En tout cas, on va revenir pendant la chronique mode de ce matin. Et Deadlas Djaou était aussi de notre compagnie aujourd'hui. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Le punch hier. Hein. Ah oui, ça se voit. Bonjour. Oui, bonjour. Flora, comment tu vas? Je vais bien, merci. Dandine, je vais bien. Moi aussi, je vais bien. Merci de demander. Après, vous allez me dire pourquoi vous êtes en bleu toutes les deux. Bah, c'est pas tout, hein. On est jumelles de toute la semaine. Ah, ok. C'est un secret, tu sauras pourquoi dans quelques instants. Il y a une autre raison pour laquelle vous portez le bleu, vous allez le dire après. Bon, ça va se savoir. Vous voulez le dire à Je l'antenne? le dire maintenant. C'est pourtant on a porté le bleu. C'est bon maintenant? Toutes les deux? Bon, ça c'était pour Raison Flora. pour laquelle je suis le coq de la basse clochère de cette heure. Je suis Deadlas, je vais très bien. Ouais. Je vous passe mon bonjour aussi. Alors, on dit quoi? Ça va très bien. Ce matin, on va parler de la fête de la musique. On commence par préparer déjà. Nous sommes dans le mois de juin, vous savez aussi, chers téléspectateurs, dans le mois de juin, ça se célèbre. D'ailleurs, même on dit que tout le mois de juin, c'est le mois de la musique. Ok. La fête même a une date spécifique. Je ne vais pas trop aller, dans les détails. Je te laisse le temps. On va aller très posément pour décortiquer qu'est-ce que c'est la fête de la musique et tout ce qui va avec. Mais c'est dans ce mois quand même. Ouais, ça fait bien de savoir. En tout cas, ce n'est que l'avant-goût. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite session karaoké où on pourra chanter et tout ça pour savoir qui chante bien ou pas? Ouais, en fait, ce que j'ai prévu d'ailleurs dans Tubox justement, c'est quoi? C'est qu'on puisse avoir une émission typique. D'accord. Quand on tourne dans un autre décor, pas seulement quand me voyez en haut plateau, en studio, mais quand je parle de studio, ça sera un studio d'enregistrement. D'accord. D'accord, on sera avec des artistes, plusieurs artistes, et on va bavarder un peu, s'amuser, faire de la musique en live, du beat à l'état pur. Ça c'est pour ceux qu'on connaît déjà. Est-ce qu'il y a moyen de découvrir les talents cachés, les génies en herbe, comme on a l'habitude de dire? Pourquoi pas, l'idée me vient de pouvoir donc le faire. Tu as parlé tout à l'heure de karaoké en même temps de, un mini concours, c'est ça, histoire de découvrir, de révéler des talents. On peut le faire. Ok, pourquoi pas, ce ne sont que des idées qui germent par ici. Comment est-ce qu'on peut organiser tout Super. Ça. Et ça marchera comme ça. Et ce matin, on parlera des nouveaux métiers de l'agriculture. Ce sera avec notre invité du jour dans quelques instants. Merci à vous de rester bien câblés pour voir ce que ça va donner, pour en savoir un peu plus sur les nouveaux métiers de l'agriculture. La chronique petit déjeuner, vous aurez désormais, on s'intéresse tous les jours à des différents petits déjeuners. En tout cas, dès que nous sommes là sur Maison Verte, on vous parlera d'un petit déjeuner. Aujourd'hui, notre table, elle est garnie. Il y a du pain, il y a des œufs pochés, il y a des saucissons à la volaille, à l'ail pour nos amis musulmans qui pourront également consommer. Il y a du lait, il y a de l'eau chaude, il y a du thé. Il y a beaucoup de choses, hein, voilà. Déjà, un tour de table, comment vous aimez vos petits déjeuners? Est-ce que vous êtes plutôt à l'européenne, à l'asiatique ou à l'africaine? Belle question. J'allais demander si tu n'allais pas préciser. Tu vois, moi je suis africain, à l'état pur, d'accord?
Et mon petit déj, ça se passe, comment dire, comme dans la zone rurale, quoi, tu vois. Tu connais plus au bon, Yeah, tu forcément. connais Coco, tu connais Akassan. Oui. Voilà, c'est ce que ça donne quand chez moi, quand on veut prendre le petit déjeuner. Ouais. Avec un peu de gâteau ou autocoin, tu vois le genre. Et puis voilà, on est à l'aise pour la journée, quoi. Oui. Bon, ce matin, on est à l'européenne, mais on aura l'occasion, très sûrement, de découvrir ce que ça donne. Et toi, Flora, donc, comment ça se passe pour toi? Ça varie, ça dépend de mes moyens. Si j'ai le moyen de m'offrir un petit déjeuner à l'européenne, je n'hésite pas une seule seconde. Habituellement, c'est à l'africaine, du aïmolou, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous êtes de la team comme le matin aussi? Oui. Parfois, hein. Ouais, c'est la vraie team, ça. Je dis ça, je dis rien. Ça varie. Hein. Bon, moi, ça varie. Ça varie, c'est selon le mood. Un matin, ça peut être aïmolou, un matin, ça peut être comme, un matin, ça peut être... Mais par contre, les œufs, moi, j'aime pas trop. Ça, c'est plus personnel, oui. J'aime pas trop. Donc, je crois que peut-être tu es végéta, c'est pas le vrai. Non, loin de là, j'aime la bonne viande. Alors pour ce matin, servez-vous Flora. On est plutôt parti, comme je vous le disais à un téléspectateur, avec du lait, de l'eau chaude, des œufs, du saucisson. Il est assez complet parce qu'on a un peu de tout, de protéines, voilà, des fruits qu'on va rajouter courant de la journée parce qu'il faut manger 5 fruits et légumes dans toute une journée, on ne le dira jamais assez. Et ne vous privez pas le matin. Moi, on peut servir comme j'ai eu à entendre. Je ne sais pas si ça a été le cas pour de là. Je me laisse le servir moi. Ok. Qu'on te serve. D'accord. Si tu auras de l'eau chaude avec du sucre simplement, non. Je rigole. Alors pour le petit déjeuner, comme on a l'habitude de nous le dire, il faut bien manger pour pouvoir couvrir toutes les dépenses qu'on aura à faire courant toute la journée. Et courant à midi pour le déjeuner, aller de façon moyenne avec une bonne part de légumes toujours, et pour le dîner, manger léger. C'est ce qui est recommandé et permettre au ventre de bien digérer tout simplement. Merci à Flora. Et toi, tu aimes tes œufs comment? Au plat, brouillé ou Qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'aime les œufs dans sa généralité. Hein. Je ne connais pas trop en matière de gastronomie. Flora, tu me passes la carafe, s'il te plaît. Moi, j'aime les œufs comme je les aime. D'accord. Voilà, tout simplement comme ça. Moi, ce que je suis en train de voir là, actuellement, je n'ai pas encore goûté à ce type de gastronomie quand il s'agit des œufs. Donc, je vais encore goûter tout à l'heure pour voir ce que ça va donner. D'accord. Voilà. Mais servez-vous, faites pas les timides enfin. Voilà. Il y a du pain ici aussi. Il y en a qui aiment du pain complet. Il y en a qui aiment le pain à la française. Il est un peu spécial de par ses ingrédients. Voilà. Et il y en a qui aiment du pain avec de la farine sans gluten. C'est selon votre volonté, tout simplement. Et notre goût aussi. Voilà, votre alimentation aussi. Il y en a qui vont pour du lait d'amande, d'autres pour du lait de vache, certains pour du lait concentré, comme nous ici ce matin. Flora, tu as déjà mis du lait dans ta tasse ou tu n'en veux pas? Ah, doucement. Ok. Donc voilà, c'est à la difficile maison, à servir chez vous, parce que là, j'ai des difficultés à me servir. Comment ça, il n'arrive pas à se servir? Voilà. Ça, c'est les gros bébés de la maison. Ça, la fois, donc il faut en profiter. Le sucre est là. Donc voilà, prenez soin de vous, mangez super bien le matin, veillez à avoir toutes différentes sortes d'aliments dans votre plat le matin. On n'oublie pas 5 fruits et légumes par jour et surtout 2 litres d'eau par jour également, c'est ce qui est recommandé. Voilà, c'était un petit déjeuner à l'européenne ce matin, j'ai envie de Flora. Mais quand tu dis de manger super bien le matin, qu'est-ce que tu mets dedans? Oui, super bien, équilibré et quantitatif aussi. Oui, voilà le mot que je cherchais, équilibré le matin. Ouais. Super bien, d'autres pouvons le comprendre, genre manger, se garder le ventre. Non, pas toujours. Avoir le ventre plein pour démarrer la journée, ce qui n'est pas bien. Mais après, manger équilibré. Oui, ça dépend. Quand par exemple on va se mettre à manger, moi j'ai pas envie de stigmatiser parce qu'on a tout le temps entendu ça. Il y a certains repas qui sont qualifiés de repas de pauvres, pourtant le haricot est très riche et c'est des protéines animales, végétales, pardon, des protéines végétales, j'allais dire,
qui font du bien à la santé tout simplement. Donc voilà, c'était l'instant petit-déj. Mes confrères, moi je ne peux pas manger en fait en vous parlant, c'est impoli, sinon je l'aurais fait. Mais Flora et Dedlas, ils ont l'air tout timides par ici. Merci. Bon appétit. Ben, tant pis à ceux qui ne peuvent pas manger. Allez, c'était le petit-déj par ici. On aurait bien voulu vous avoir, mais bon, dommage, on va manger pour vous, tout simplement. À tout de suite. Alors, c'était l'instant déjeuner, petit déjeuner, autant pour moi. J'espère que vous êtes en train de prendre le vôtre ou si vous l'avez déjà fait, bonne digestion ou sinon bon appétit. Tout simplement, on va parler de mode. Ceux qui ont pris l'émission dès le début le savent. Avec Flora Niégué, ce matin, on s'intéresse à la cravate, deux façons de nouer sa cravate. Flora, on est à toi. Voilà, je le disais tantôt dans l'introduction. Aujourd'hui, on va apprendre à nouer la cravate. Et donc, j'ai deux manières très simples. Ok. Pour les débutants, hein, ceux qui veulent commencer. Pour nous, les débutants. D'accord, je sais que tu n'es pas un débutant, mais je le prends ici. Et donc, la première manière, on va commencer tout à l'heure avec ma cravate que voici. Une belle cravate bleue. J'ai choisi ma bleue préférée. Je vois que les surprises continuent, non? Ça continue. Pour Vous allez la... m'expliquer pourquoi vous êtes en bleu. On continue. Secret de femme. Tu vas me laisser terminer quand même. Donc, vas-y. D'accord. Pour la première façon de nouer sa cravate, il suffit de le prendre ainsi. Oui. Et de Ça, c'est façon à ce que- l'envers, hein? Voilà, de façon à ce que la couture se fasse voir. Ok. Et vous la mettez au cou tout en laissant le grand pan, ou plutôt, autant pour moi, le grand pan à votre droite. D'accord. Maintenant, est-ce que ça dépend si on est droitier ou si on est gaucher ou ça Non, varie? Ça varie, ça dépend de tout un chacun d'entre D'accord. nous, mais la manière la plus facile, c'est celle-là que je suis en train de reproduire ici. D'accord. Alors, vous laissez le grand pan à votre droite, Plus long que le petit. voilà, plus long que le petit. On relève le col. Voilà. Ok. Et maintenant, vous faites passer le petit Par-dessus. par-dessus. Ok. Voilà. Et C'est la seconde étape. voilà, c'est la seconde étape. Ensuite, vous ramenez votre grand pan comme ça, tout en formant un nœud. Oui. Ce qui vous permettra de faire passer, Entre les deux. voilà, entre les deux comme ça. Et là. dernièrement, À travers voilà. les deux. Voilà. Ok. C'est très simple à Bah, réaliser. en plutôt tout cas. simple, hein. Plutôt simple même. Pour les débutants, voilà. Bon, je vais faire un peu la meuf et même les yeux fermés, on peut le faire. Ou bien. Voilà, même les yeux fermés. Flora a validé, donc c'est que c'est possible. Et donc, Ah oui. voilà ma première façon de nouer ma cravate. Très Voilà. simple et très pratique. Et Mais il faut puis, préciser que c'est pour les débutants. oui, c'est pour les Voilà. débutants. D'accord, c'est noté. Et c'est ce qu'on peut retrouver en fait pour un look classique, pour une tenue de bureau, Voilà. etc. Maintenant, si moi je veux le faire de la même manière, mais c'est-à-dire le raccourcir, que ça soit pas assez lent, il faut que je puisse laisser un côté, enfin, pas beaucoup. Comment je le fais pour que ça puisse Là, raccourcir tu maintiens les deux pans d'une manière à ce que Le grand plutôt soit pas s'arrête trop long.
Voilà, pas trop long, ça reste juste en dessous, un tout petit peu en dessous de là où tu veux que ça finisse en fait. Ok. Et c'est valable, ce nœud est valable pour les cravates slim aussi? Non, il y a la seconde manière Ok. plutôt serait valable pour les tenues, pour être plus élégant en fait. Ok, d'accord. On passe donc à la deuxième façon. Comment nouer Cher monsieur, que vous suivez bien parce que après on va faire un petit examen ici pour voir qui on a assimiler le son. Heureusement, c'est toi le seul monsieur du plateau. Et bien sûr, ce que Flora est en train de faire quoi. Alors, deuxième façon de nouer sa cravate, Flora, on a fait une façon plus simple, très simple, beaucoup plus pour les débutants, comme Dela disait tout à l'heure, ou pour ceux qui aiment la simplicité. Deuxième façon donc, comment ça se passe? Alors, deuxième façon, j'ai changé ma cravate pour que ça soit un peu plus visible. Oui. Et donc, on fait carrément le contraire de ce qu'on avait fait la première fois. Cette fois-ci, on va cacher la couture. Ok. Et donc, on fait passer et le grand pan est du côté droit cette fois-ci. Voilà, du côté droit. Donc on fait passer sous le col pour ceux qui la nouent directement. Parce qu'il y a moyen de la nouer avant de la mettre. Ok. Alors j'ai fait passer ma cravate sous la colle. Et donc je tire de façon à ce que le petit pont soit au niveau de la cage thoracique. D'accord. Donc c'est un peu comme ça. Vu que ma cravate est plus longue que moi. Maintenant, on fait passer le grand pont par-dessus. Et ça donne ça. Au lieu de ramener le grand pont par ici, on le fait passer plutôt à l'intérieur des deux. Ok. Voilà, d'abord. Et voilà ce que ça donne en premier lieu. Ensuite, on le fait passer par derrière. Ok. De gauche. Ça donne ça ensuite. Et maintenant, on forme un nœud à l'aide de mes doigts, du doigt. Et on le fait passer d'une dernière position comme ça, au milieu, et qui revient à l'intérieur. Voilà. Ok. Super. On resserre le nœud à l'aide de mon grand pan et puis on tire là-dessus. Voilà, on ajuste. Ça rend un peu plus élégant que la première façon. On apprend beaucoup. Florent disait tout à l'heure qu'il y a aussi une façon de le faire. Quand on ne le met pas au cou, d'accord, elle aurait pu le mettre à travers le... Et je me dis que pour les femmes, d'accord, puisque tu le disais au début, pour que les femmes puissent apprendre voilà, à le faire pour leurs hommes, c'est plus romantique, c'est plus affectueux quand votre homme est devant vous, vous le faites. Voilà, vous passez directement. Le faire et puis le donner. Ah, tu es sûr? Ok, on va se mettre en situation. Genre, il y a une situation de règlement de compte. Bébé, laisse-moi te faire ta cravate et elle tire sur ton cou. Non, je dis ça juste pour rigoler. Je pense que c'est beaucoup plus romantique. Oui, c'est vrai. De votre homme, vous l'ajustez bien, quoi. C'est le petit geste d'attention, dans la nature, comme ça. Dans la nature. Le mettre au cou, lui passer ça au cou, quoi. Ok. En tout cas, j'espère que tu as pris bonne note et que tu vas... c'est une formation accélérée que tu viens de faire. En plus, réviser le oui. Et voilà, le faire dans la pratique. Je promets de m'entraîner et de te montrer le résultat. Oui. La vidéo selfie, tu envoies, montre aux téléspectateurs. Il n'y a même pas de problème. Voilà. Et je vais montrer pour voir si j'ai bien assimilé le cours de Flora ce matin. Et j'espère que c'est le cas chez vous à la maison pour ceux-là qui ne savaient pas comment forcément le faire. Pour ceux qui ont revu peut-être une deuxième ou voilà, une autre façon de nouer la cravate, tout simplement. Merci beaucoup, Flora. On va revenir une prochaine fois pour d'autres
façon de... Parce qu'on a de plus compliqué. Hein. On en reviendra. En tout cas, ça ne va pas s'arrêter juste sur les deux là. On va en parler très très bien. Merci pour ta grande générosité. C'était l'instant mode sur Punch Matinal. On était avec Flora, comment nouer la cravate de façon de la nouer tout simplement. La petite pause et on revient, on parlera de musique. Ce sera avec Deadlas Jaou. Alors nous sommes déjà à la deuxième semaine de ce mois de juin qu'on a débuté il y a quelques jours déjà et il est consacré, comme Della nous le disait, exclusivement à la musique et ce dans le monde entier. Della, le mois de la musique, le jour de la musique, on en parle aujourd'hui. On en parle d'abord, je te dis bonjour. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Voilà, on va parler de musique ce matin, comme tu disais. Oui. On est dans le mois de juin. Et ce mois est consacré exclusivement à la musique, puisque la date, tu le demandais tout à l'heure, est bien notée, c'est le 21 juin. Cette année, ça tombe sur un dimanche, si je fais bien le calcul. Oui. Le 21 juin tombe donc sur un dimanche. Et on va célébrer, disons, mondialement la musique. Ça se passe beaucoup plus ailleurs qu'ici, parce que voilà, chez nous, on n'a pas vraiment cette notion. Comme quand on ne célébrait pas la musique en fait, au je Togo. ne sais pas ça, d'une certaine manière, on célèbre la musique. Ok. Tu vois, le 21 juin, en soi, sur une échelle de 1 à 10 personnes par exemple, Oui. plus la moitié, d'accord, c'est quand 21 juin, c'est la fête de la musique. C'est de ça, c'est où même je voulais en venir. Ça, c'est où pour le territoire togolais ou en Afrique de façon générale? Plutôt de l'Afrique et précisément du Togo. D'accord. Parce que quand on voit un peu déjà en Occident, aux États-Unis et tout, ça c'est de l'art d'art, on le fait. Mais ici, comme je le disais, sur une échelle de 1 à 10 personnes, beaucoup plus, peut-être la moitié, savent, d'accord. Déjà la moitié, on peut s'en réjouir, hein. Bon. On peut s'en réjouir, mais nous Moi, je sommes là pensais à aujourd'hui. plutôt peut-être sur une échelle de 10 personnes, on prendra peut-être 3 personnes. Ça peut être le cas, enfin, ça dépend des statistiques en tout cas. D'accord. Ça diffère de pays à pays. Mais si on est sur ce plateau, jeudi, on en parle, c'est d'abord pour communiquer là-dessus, faire savoir aux gens que voilà, le 21 juin, c'est d'abord la fête de la musique, 21 juin de chaque année. De chaque année. D'accord. Et cette année, on le célébrera donc un dimanche. Un dimanche. Ça tombe bien, en tout cas, on pourra faire bien la fête avant de repartir en semaine. Alors, en quoi consiste cette célébration? Alors, d'abord, l'objectif ou le but premier de cette célébration, c'est d'abord de faire de la promotion de la musique. D'accord, c'est de la promotion de la musique. D'abord, du nom même, fête de la musique. On a un autre nom qui est homophobe à ça. Fête de la musique, c'est-à-dire, comme on dit à l'école, à la deuxième personne du pluriel. L'action de faire, voilà, d'accord. De la musique. Et d'où le nom d'accord, fête, la fête de la musique, la célébration. Ok, on joue sur les mots donc. On joue sur les mots de façon homophobe et tout. Et on dit que c'est pour d'abord promouvoir la musique. On a une pluralité, on a de la world music, on a la tradition, on a le funk, le blues, le jazz, etc. La badja, le gogoron, voilà, pour toucher un peu le bikouti, voilà, le mbala. Le gogoron, mais c'est un rythme béninois. Béninois. Oui, gogoron. C'est super intéressant. Je crois que ce sont les Adjas du Bénin qui font du gogoron, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien. Quand on prend les danses traditionnelles, les musiques et tout, tu préfères lequel?
Ouf, est-ce que j'ai des préférences? J'aime un peu de tout, hein. En tout cas, en ce qui est tradition, maintenant, il faut spécifier au Togo. Au Togo. On reste au Togo. J'aime bien l'Agbaja. Agbaja. Oui, où il y a un autre rythme dont le nom m'échappe. Bobo. Voilà, c'est super intéressant aussi. Je retourne à Flora. J'ai pas de préférence aussi. Il suffit simplement que ça soit dansant. Ouais. Oui, il y a du camon aussi qui est intéressant et très énergétique. Elle a fait exprès d'esquiver la question, quoi. J'ai pas de préférence. C'est vrai. Je touche un peu à tout, suffit simplement que ça me plaise, que ça soit. En tout cas, il y a des rythmes qui sont entre griffes délaissés. C'est juste parce qu'on n'a pas eu l'occasion de mettre beaucoup de lumière ou d'en parler à beaucoup de personnes qui sont sous-cotés. Ouais. Donc voilà, il y en a. Mais c'est toujours bien d'aller à la découverte et tout ça. Donc. Là, ce que je veux dire aux téléspectateurs, c'est d'écrire sur notre page, oui. D'accord, de nous dire quand on prend le générique de Punch Matinal, c'est dans quel style? Okay. Du R&B, c'est du funk, c'est quoi en réalité? D'accord. Mettez donc le mot sur notre page Facebook, on se fera plaisir de lire. Tu veux répondre? Non, sans réponse directement pour les téléspectateurs, d'accord. Pour ceux qui n'ont pas la réponse, allez voir Flora, elle va vous aider. Le générique est dans quel style musical? Bon, ça c'était en parenthèse. Okay. Donc je reviens maintenant dans la question, quand on parlait tout à l'heure de quoi? Des rythmes traditionnels, oui. Justement. Oui, et donc c'est toute une promotion, d'accord, de ces genres, de ces styles musicaux-là. Et comment ça se fait ailleurs? Il y a des prestations dans des cabarets, dans des restaurants, des festivals, d'accord, que les gens organisent et tout pour pouvoir faire cette promotion-là de la musique. Et généralement, on bloque, je dirais pas on bloque, mais on bloque quand même les routes, d'accord, les autoroutes et tout pour pouvoir faire des spectacles de façon improvisée, pour que le public puisse sortir et voir. Donc vous allez voir au Togo il y a quelques années, un événement aussi qui se fait dans ce même cadre-là, ma rue, la musique, où on bloque carrément, d'accord, un boulevard ou toute une ruelle pour que le public sorte et bénéficie de cette musique-là. Mais le principe, c'est de le faire gratuitement. C'est de la musique qu'on fait, les artistes viennent et tout se réunissent. Et parlant de ce même festival, il y a une plus-value, en tout cas un côté social rajouté à la chose où on évite, où on amène les enfants de la rue à s'insérer, à se frotter à la musique en fait. Là, ça va partir d'une découverte de talent, une reconversion de certains, comme ça on peut quitter la rue pour en faire un métier carrément dans la musique. Et c'est le côté social de la chose qui m'intéresse moi, enfin qui me plaît beaucoup en tout cas. Et justement, tu as rappelé un très très bon côté de la chose parce que vous savez, tout être humain a un talent en lui. Quand on voit ces enfants de la rue qui sont partout ailleurs, on se dit bon voilà quoi, ils n'ont pas les moyens d'aller à l'école, de faire les études. Mais vous serez surpris de voir que ces enfants ont du talent. Bien sûr. Ils savent jouer un instrument qu'ils ont appris dans la rue. Et dans ce genre de festival, dans cette festivité, ces enfants viennent donc faire découvrir ce qu'ils ont en eux comme talent quand on parle de la musique. Et ailleurs, même, il y a des fonds qui sont récoltés pour ces enfants-là, qu'on puisse faire des dons dans les ONG et tout. C'est l'autre côté social de la chose. En tout cas, c'est bien. Justement, j'allais en venir. Disons que la musique, ça me fait danser et puis ça aide à oublier des soucis et tout. Et donc, la musique, on dirait plutôt que ça rapporte uniquement à l'acteur, c'est-à-dire l'artiste qui chante. Et en quoi est-ce que la musique qu'est-ce que plutôt la musique apporte à l'économie du pays, dans le pays en fait? Très belle question. Vous savez, tout en pays ou un gouvernement, ministère de la Culture. Et dans la culture, on met quoi? On met le tourisme, on met la musique, on met le sport, etc. L'aspect musical de la chose, si on veut voir un peu là où ça fait développer, là où ça donne un essor dans l'économie, dans le pays, il faut quand même pouvoir miser sur d'abord l'authenticité de la musique du pays. Pour faire ressortir en fait la culture du pays. Si on part de là maintenant, on pourra faire revenir ou drainer beaucoup plus de population. Et maintenant dans la vente de quoi, des albums, des CD et tout, encore dans les spectacles qu'on organise et tout, on pourra à travers ça véhiculer, d'accord, cette musique-là et pouvoir maintenant donner la chance aux acteurs, de la musique du pays pour pouvoir aller exporter cette musique-là ailleurs et faire aussi dans le pays. Bien sûr. C'est des côtés en fait qu'on peut exploiter pour faire gagner économiquement un pays. Le Nigeria fait pareil. Entre-temps, on connaissait le Nigeria parce qu'on appelle les ibophiles. Mais après, aujourd'hui, le Nigeria a évolué grâce à la musique.
à l'afrobeat. Je veux dire, aujourd'hui, quand on parle d'afrobeat, on fait référence directement au Nigeria parce qu'après ce qu'on appelle le cinéma, les Igbo-films, ils ont pu maintenant investir dans la musique. Aujourd'hui, quand Wizkid ou encore Chris Brown, etc., ces artistes américains viennent faire des featuring, on s'étonne qu'ils viennent justement qu'au Nigeria, la plupart du temps, faire des featuring, des collaborations. On se demande pourquoi. C'est ça en fait l'idée. Miser sur cette musique-là, exporter ça ailleurs pour que ça puisse maintenant faire des retours économiquement au pays. Tu parlais d'authenticité de la musique et de touches culturelles et tout ça, mais je pourrais rajouter la création de l'industrie musicale en fait aussi, parce que à côté au Bénin, sous le président Yahi Boni, ils ont institué le milliard culturel, où là c'était de façon générale, il y a eu 1 milliard qui a été investi dans la culture, mais les retombées n'ont pas vraiment fait parler, parce que c'était pas organisé forcément dans le domaine culturel, et voilà, c'est parti dans tous les sens, et tous les acteurs culturels sont vraiment sortis, pas contents, bien que l'intention était super bonne, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. Du coup, cette industrie culturelle se structure en fait. Il faut une anarchie parce que vous savez, ce qu'on reproche à la plupart des pays africains, c'est le secteur informel qui prend une grande partie sur le secteur formel. Et là, structurer les choses, créer une industrie musicale pour qu'on sache, voilà, de producteur jusqu'à l'acteur, jusqu'aux fans, voilà, on peut structurer la chaîne et là, l'économie aussi gagnera. De même, au Nigeria, comme tu le dis, ça a été des décisions politiques où, voilà, on décide d'investir dans la culture, de le faire de la meilleure des façons et pour pouvoir jouir des fruits de ces investissements-là, tout simplement. Je pense que ça s'avance bien, en tout cas au Togo, avec la création de la Maison des artistes danseurs qui ont commencé à s'inscrire peu à peu maintenant. Et donc, mais vous savez, quand il faut le dire, il faut aller dans la précision. Tu parlais tout à l'heure de structure. Le mot est sorti. Vous savez, quand on prend un artiste comme ça, on sait que l'artiste a un conseiller en image, d'accord? On sait que l'artiste a un directeur artistique, justement. On sait qu'il a un maquilleur, on sait qu'il a un manager, un producteur, un beatmaker, un directeur chorégraphe. En fait, c'est toute la chaîne. Et quand on parle d'industrie musicale, il faut que ça puisse rejaillir dans tous ces gens-là, qui puissent vivre de cette musique. Comme je disais tout à l'heure, eh bien, ça va se rejaillir dans toute cette tranche-là. Mais l'essentiel qu'on doit retenir, c'est que le dimanche 21 juin, c'est la fête mondiale de la musique, on va le célébrer de toutes les façons possibles. Maintenant, ce qui cloche, c'est le coronavirus qui est là. Il faut de la distanciation. Comment maintenant le faire? On a le web média, les liens et tout. Les gens peuvent justement faire des concerts en live sur Instagram, Facebook, les réseaux sociaux pour que ceux qui sont à la maison confinés puissent avoir cette gaieté-là. Je pense que c'est la façon qui réussit à tous les acteurs du domaine musical ces derniers temps où ils essaient tant bien que mal, en tout cas plutôt bien, d'égayer leurs fans depuis... Pour ceux-là qui n'ont pas le moyen de s'offrir des moyens de communication pour pouvoir suivre leur artiste. À la télé, la radio. La radio. Pour célébrer. En tout cas, on attend de voir comment ça va se passer pour cette année et avoir un peu plus d'informations là-dessus. Merci déjà de nous plonger dans l'esprit de la fête de la musique prévue pour le dimanche 21 juin 2020. Je demande de vous baptiser comme ça. Ok. Merci beaucoup. C'était la tranche culture avec Douglas Diaw. On parlait de fête de la musique. On vous retrouve dans quelques instants. Ce sera pour parler des nouveaux métiers de l'agriculture. Merci de rester en notre compagnie. À tout de suite. À l'heure du développement dans tous les
les domaines, l'agriculture n'est pas du reste. On remarque aujourd'hui des nouveaux métiers dans ce secteur. Pour en parler ce matin, nous sommes avec un consultant en agriculture, M. Stéphane Gabéi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. J'espère que votre week-end a été et que la semaine démarre bien. Oui, bien sûr. En tout cas, nous, on est très contents de vous avoir en plateau avec nous. L'émission, c'est Punch Matinal. Ça se passe lundi, mercredi et vendredi, dès qu'il sonne 6h15. Alors, les nouveaux métiers en agriculture, il en existe. Lesquels? Vous pouvez nous citer, qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme nouveaux métiers en agriculture? Déjà, je dis merci à vous pour me permettre d'être ici sur ce plateau. Et à tous les téléspectateurs, merci de regarder cette télévision et de suivre l'émission, cette émission matinale. Alors, en réalité, il existe très peu de nouveaux métiers de l'agriculture même. Ok. Les nouveaux métiers, ce sont des professions existantes qui s'imbriquent dans l'agriculture. Je vous donne un exemple, les traders. Un trader, vous savez ce que c'est? Un trader, il vous dit, par exemple, il y a le dollar qui coûte 300 francs, c'est un exemple, qui coûte 300 francs. Il faut racheter le dollar et le revendre 2 mois plus tard ou 2 ans plus tard ou 1 mois plus tard à 400 francs. Donc le trader, c'est son travail. Mais vous prenez le trader et vous le mettez dans l'agriculture. Ça veut dire qu'en fait, il va faire du trading dans l'agriculture. Ok. Maintenant, avant, ça se faisait, mais c'était que des professionnels, c'était laissé à des professionnels. Aujourd'hui, il y a une nouvelle classe d'agriculteurs. Il y a une nouvelle, on va dire, une nouvelle façon de faire l'agriculture. Ce type d'agriculteur-là, c'est des gens qui disent, on va produire, mais on va commercialiser nous-mêmes. Donc, il faut avoir des compétences en trading, donc où il faut appel à des spécialistes du trading, mais qui vont s'adapter à l'agriculture. Okay. Donc voilà, ce sont de nouveaux métiers qui viennent de nouvelles professions ou de professions existantes qui s'adaptent à l'agriculture. Du coup, quand on reste dans le milieu du trading, est-ce que ce n'est pas un peu une façon modernisée? Parce que je prends l'exemple des cultivateurs de maïs qui choisissent la bonne période, c'est-à-dire on a un grand grenier. J'estime que dans 2 mois, le maïs va prendre de la valeur. Donc je réserve mon maïs pour pouvoir le vendre à cette période-là et avoir beaucoup plus de gains que si je le vendais sur le coup. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est vrai qu'on ne va pas dire que tous nos parents, tous nos anciens agriculteurs ne savaient pas ça. Oui. Ils savaient ça. Mais souvent, ils avaient peur parce que si tu gardes que personne ne vient acheter, ça sera une perte. Et surtout que le maïs ne peut pas le garder pendant 2 ans ou 3 ans. Oui. Et si, on va dire ça comme ça, les commerçants véreux veulent vous, comme on dit dans certains langages, veulent vous boucler, vous allez garder votre maïs ou votre production dans vos greniers et vous n'avez pas pouvoir le vendre. La perte peut-être. Voilà. Ouais. Et il faut faire très attention parce que une fois que la campagne passe et que vous gardez encore pendant un certain temps et la prochaine campagne n'avez pas d'argent pour relancer votre agriculture, c'est compliqué. Alors ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, avec, on va dire quoi, il y a 2 choses. Il y a l'éducation des enfants, des agriculteurs qui a grandi, ou du moins la nouvelle race d'agriculteurs qui est arrivée, mais il y a aussi les nouvelles technologies. On va dire la digitalisation, la numérisation, qui a fait que tout a changé, tout va vite. Le planteur, il est chez lui à la maison, il est chez lui au village, dans sa plantation, il peut montrer à son acheteur potentiel qu'il a sa plantation, il est lui-même sur la plantation. Chaque jour, il peut faire sur Instagram, il peut montrer à ses partenaires ou à ses éventuels acheteurs qu'il est sur sa parcelle. Ce qui fait qu'il y a de la crédibilité. Avant, il y a des gens qui étaient très malsains, qui te disent oui, j'ai 10 hectares ou 1000 hectares de cacao, mais en fait, ils vont juste passer dans le champ, ils prennent l'argent et puis après, ils disparaissent. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut suivre, on peut tracer. Donc, oui, on migre vers de nouvelles aptitudes dans l'agriculture, mais liées à ces 2 choses. La bonne connaissance des technologies et puis la bonne connaissance de la commercialisation de l'agriculture. Voilà qui est plutôt intéressant. Et est-ce que ces nouveaux métiers sont choses réelles dans nos contrées? Je parle là de l'Afrique.
Oui, c'est vrai. Je vous donne un exemple. En 2010, Facebook n'était pas... C'est-à-dire, pourquoi c'était comme ça? Parce qu'il n'y avait pas de bonne connexion Internet. En 2014, WhatsApp arrive et puis c'est un peu... Voilà, les gens ne sont pas... Mais après, avec les connexions Internet, tu peux avoir une très bonne connexion sur ton téléphone. Tu peux faire Facebook rapidement, tu peux faire Facebook, enfin tous ces réseaux sociaux, tu peux le faire rapidement. Et donc, ça devient une réalité. Mais ça fait du temps, les gens étaient un peu sceptiques et puis, avec la connexion, ça va vite. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que les gens sont sceptiques au départ, mais quand ça devient... quand il y a du profit, les gens vont vite là-dessus. Regardez aujourd'hui les planteurs, ils te disent, je donne un exemple, il a 10 hectares on va dire de maïs. Les 10 hectares, il emploie 15 personnes. Ok, si tu prends un drone, tu peux te séparer de 5 personnes. Mais le drone va te faire gagner la moitié, va te faire gagner en fait la moitié de ce que tu dépensais pour les 5 personnes. Du coup, il voit l'intérêt financier. Et il voit aussi le fait qu'il ne va pas chaque matin appeler, l'objet de rester, venir tous les week-ends. Non, donc il y a toutes ces choses qui rentrent en ligne de compte qui fait que l'agriculteur se dit, mais attends, j'ai beaucoup à gagner. Et l'autre chose, donc il se dit, cet agriculteur se dit, non, il faut aller vers ça, vers par exemple le drone, l'utilisation des drones qui vous facilite la tâche. Donc en parlant de l'utilisation de drones, je vous parle en même temps des pilotes de drones liés à l'agriculture. Parce qu'il y a des drones qui sont liés pour le cinéma, mais ce n'est pas les mêmes réalités. Voilà. Donc vous prenez un exemple. Yao est un agriculteur, un nouveau agriculteur, ou du moins un nouvel agriculteur, qui allait à l'école et qui sait par exemple qu'il faut faire un business plan, un plan d'affaires, aller le présenter au banquier et pour avoir de l'argent pour pouvoir investir. Son père avait une plantation de 1000 hectares, mais il ne pouvait pas les utiliser parce qu'il avait peur d'employer des gens, il ne savait pas si ça allait être rentable, il avait peur, il n'avait pas d'argent. Donc Yao est parti, vient de l'école, vient de finir ses études, il dit « Ok papa, moi je te conseille de faire un plan marketing, d'aller voir une banque, elle va vous donner de l'argent, elle va nous donner de l'argent, et puis on pourra réellement investir pour pouvoir avoir des plus grosses entrées financières. » Quand il va voir la banque lui dit c'est vrai, mais nous on sait une chose, si tu ne peux pas utiliser les anciennes méthodes pour avoir de bons résultats, il faut utiliser de nouvelles méthodes. Donc utiliser un comptable, mais un vrai comptable, utiliser des nouvelles technologies comme les drones pour pouvoir surveiller les plantations. Parce que je vous explique une chose, si vous avez 1000 hectares de riz, vous êtes face à une réelle difficulté. Le riz pousse, mais les oiseaux viennent picorer le riz. Mais comment on va faire? On va faire comme avant où on mettait les choses, je ne sais pas comment on les appelle là, les bois, vous transformez un homme en bois. Les bonhommes champêtres là. Voilà. Non, ça c'est fini ça. C'est fini. Il faut prendre les drones qui vont survoler, qui vont faire peur aux rongeurs, qui vont faire peur aux oiseaux, et donc la production sera plus, il y aura plus de sauvegarde de ce qu'il y a à produire. Donc les nouveaux métiers de l'agriculture, c'est ça que je répète, c'est des anciennes professions, on va dire des anciennes professions. Bon, si on estime qu'une ancienne profession, ça a duré au moins il y a 30 ans. Il y a des anciennes professions, il y a des nouvelles professions. Par exemple, ceux qui font du marketing sur le web, c'est de nouvelles professions parce qu'elles ne durent pas depuis 20 ans. Il y a à peine 10 ans qu'on dit, comment on les appelle, ceux qui font le digital sur le marketing digital. C'est de nouvelles professions, mais qu'on adapte à l'agriculture. À un domaine donné. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Oui, moi j'ai une question, en tout cas, qui est en équation quand on parle d'agriculture et qui n'a forcément rien à voir avec le sujet du jour. C'est le côté coton, l'exportation du coton. On aura remarqué que ça n'a jamais varié le prix au fait. Et donc c'est toujours au même prix, à un prix très bas qui est exporté, qui revient en produit fini, qui nous est revendu encore trois fois plus cher que ce que nous avons vendu. Pourquoi ce domaine-là, pourquoi ça n'évolue jamais en fait? Je vais vous surprendre. Le coton, vous savez, on dit l'argent n'aime pas le bruit. Oui, c'est parce que ceux qui font le coton sont satisfaits de ça. Les producteurs de coton sont satisfaits. Et je vais vous expliquer une chose. Ils ont professionnalisé cette filière. De sorte que n'importe qui ne fait pas ça. Parce que si tu fais le coton que tu n'as pas
ça ne te rapporte pas de l'argent, tu ne vas pas le faire. Donc il y a une nouvelle race de producteurs de coton qui est venue. Ils ont maîtrisé leur filière. Ils savent qu'ils vont produire le coton à un prix. Et ils vont le revendre à un autre prix. Ils ont déjà les acheteurs. Donc tout est déjà verrouillé. Il y a même des mécanismes que l'État, aujourd'hui par exemple au Togo, il y a le MIFA, qui est un mécanisme d'incitation au financement agricole. Ouais. Et ça existe au Bénin, ça existe en Côte d'Ivoire, au Ghana, partout dans les pays africains aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, l'État apporte l'accompagnement nécessaire aux producteurs et l'État récupère par derrière et puis revend. Donc il protège l'agriculteur, on va dire ça comme ça, il protège l'agriculteur et ensuite il permet qu'effectivement il y ait des flux financiers entre les investisseurs extérieurs. Voilà. Mais c'est une question de bon sens. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Il faut professionnaliser les domaines de production agricole, tous les domaines. Je dis qu'il faut les professionnaliser. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu veux faire 1 hectare, ce n'est pas pour vendre. Tu fais 1 hectare, c'est pour manger toi-même. Voilà. Et quand tu veux faire plusieurs hectares, il faut te dire une chose, c'est que tu dois utiliser les nouveaux métiers de l'agriculture pour que tu puisses rentabiliser. Alors, en tout cas, pour moi, ça reste toujours en équation cette parce que, peut-être migrer de façon, parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, la cible, les potentiels consommateurs se retrouvent peut-être sur le web ou avoir une vision, une communication plus globale pour intervenir pour pouvoir vendre encore un peu plus. Monsieur Stéphane Gabéi, vous touchez tout à l'heure à l'aspect des banques en fait. Est-ce qu'il y aurait aussi, à ce que je sache, il y a certaines banques qui se sont spécialisées dans le domaine agricole pour accompagner les agriculteurs. Et est-ce qu'on peut les classer ceux-là aussi en tant que nouveaux métiers, comme vous disiez, ce sont des métiers qui existaient déjà et aujourd'hui qui s'adaptent à l'agriculture. Ces banques-là qui vont suivre des agriculteurs, faire des campagnes, en tout cas les préparer pour des campagnes agricoles aujourd'hui, est-ce que ça pourrait être réalité dans nos pays et est-ce que ça pourrait changer les résultats, en tout cas en gain en ce qui concerne le domaine de l'agriculture? Ce que je dois vous dire, et qui doit être clair dans l'esprit de tous nos téléspectateurs, c'est que le monde bouge. Et ce qui était une réalité hier n'est plus forcément une réalité, une bonne réalité aujourd'hui. Les choses, il y a trop de mouvements qui se font. Et il faut prendre le trait en marche. Parce que l'agriculture est regardez, 75% des exportations africaines sont l'agriculture. Tout ce que l'agriculture est, c'est énormément d'argent. Et les gens ont compris ça, les banquiers ont compris ça. Avant, l'agriculture était vue comme un métier de seconde zone. C'était un métier réservé. Mais aujourd'hui, on n'est pas forcément métayer. L'agriculteur, ce n'est pas celui qui est assis forcément dans le champ. Non, c'est celui qui investit aussi dans l'agriculture. Bien sûr. Et les banques ont compris ça. Elles ont dit, c'est vrai que c'est porteur. Il faut juste le bon accompagnement. Voilà, le bon accompagnement. Mais en réalité, il n'y a pas de banque réellement axée sur l'agriculture. Les gens savent, ils se disent, c'est de la communication. Ils se disent, ok, on va dire qu'on fait de l'accompagnement de l'agriculture, on va dire quoi, le financement vert, tout ça. Donc ils vont en faire une partie de leur activité. Exactement. Ils vont dire, on va mettre un budget, un tel budget, par exemple, on va prêter à hauteur de, par exemple, 10 milliards à un pays pour l'agriculture. C'est-à-dire que ce sont des prêts. Et même que derrière, il y a on dit quoi, comment on les appelle, des fonds de garantie. Les fonds de garantie permettent aux banques de pouvoir prêter aux particuliers. Donc les fonds de garantie vous disent aux banques, ok, prêtez de l'argent, mais dans tel secteur, parce que ce sont les secteurs où on veut voir des changements. Donc à la vérité, les banques accompagnent aujourd'hui, mais il faut être réaliste. La banque ne prête pas aux pauvres. La banque prête toujours aux riches. Oui, c'est dur à avaler, mais c'est la réalité. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est une réalité, mais on doit s'adapter à cela. Et quand tu dois partir du CM2 à la 6e, il y a un examen. Mais les enfants se préparent pour passer l'examen. Donc c'est une réalité aussi avec laquelle on doit vivre et on doit... Parce qu'il y a d'autres qui prennent de l'argent de ces banques-là. Donc pourquoi eux réussissent et pourquoi pas d'autres?
Ça veut dire qu'en fait, il faut que nous nous préparions à rentrer dans l'ère du numérique, dans une nouvelle ère, en fait. Ok, merci beaucoup, Monsieur Stéphane Gabé. C'est moi qui vous remercie, c'est la formule. Alors, ce sera votre dernière intervention. Ça va être droit dans votre caméra pour ces agriculteurs qui nous suivent, qui restent encore dans la façon traditionnelle de faire les choses. Qu'est-ce que vous voudrez dire? À tous nos frères, nos parents, nos amis qui sont dans les fermes et qui aiment l'agriculture, qui vivaient de l'agriculture, tout va changer. Préparez-vous au changement. Préparons-nous au changement. Parce qu'en Asie, les gens mettent énormément d'argent et ils arrivent à être les premiers. Si nous sommes premiers en agriculture, si nous sommes premiers par exemple dans le café, dans le cacao, oui, il faut faire attention parce que les autres sont prêts aussi. Les autres se préparent aussi. Les autres travaillent aussi. Et donc on doit être, comment on va dire ça, on doit être compétitif. Moi je vous encourage à tous les agriculteurs de rentrer dans ces nouvelles technologies, d'approcher des jeunes qui sont bouillants, qui ont plein d'idées, qui ont plein de pensées nouvelles, parce qu'il faut se dire une chose, il faut chaque jour se réinventer. Il faut réinventer l'agriculture africaine. Donc voilà, c'est sur ces mots que je vous dis, continuez à travailler et puis à aimer l'agriculture. La terre, c'est notre terre, il faut l'aimer, il faut qu'elle nous fasse vivre. Ouais, c'est l'une des choses qui ne manque pas, comme on le dit. Merci beaucoup pour cet entretien. On parlait des nouveaux métiers de l'agriculture. Flora, on a fait le tour pour ce matin. C'est mission accomplie. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de revenir. En tout cas, ça fait plaisir, téléspectateurs. On était là avec tout le bonheur et pour vous servir tout simplement, j'espère que vous avez pris de la graine à nous regarder sur Maison Verte. Rendez-vous pour la prochaine émission et d'ici là, portez-vous super bien.